Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, il est 18 heures, le quorum étant largement atteint, je déclare ouverte cette séance de notre conseil municipal. Je vais, comme d'habitude, proposer que soit désigné un ou une secrétaire de séance. Édouard Kozlowski, pas d'opposition. Ok, merci. Je soumets à votre discussion et à votre vote le compte-rendu de la dernière séance. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Unanimité. Je vous remercie. Avant de rentrer dans l'ordre du jour, je propose au conseil municipal d'ajouter un point à l'ordre du jour, puisque j'ai reçu il y a la semaine dernière des représentants du district de foot, représentant à ce titre la Fédération française de foot, qui, vous le savez bien, organise avec notre ville un événement le 16 mai prochain, à l'instigation duquel se trouve notre ami Michel Platini, et je n'aurai de cesse de le remercier d'avoir aussi régulièrement le souci d'associer la ville à des événements de première importance. C'est le cas, en l'occurrence, puisque dans le cadre de la préparation de l'Euro 2016 et sur la demande expresse du président de l'UEFA, notre ville a été désignée pour organiser, avec évidemment la Fédération française de foot et l'UEFA, le premier site de lancement d'une campagne promotionnelle autour de l'Euro 2016, donc qui va prendre son envol depuis Jeuf, qui va ensuite parcourir 21 autres capitales régionales. Je dis bien 21 autres capitales régionales. En l'occurrence, Jeuf se trouvera être la capitale régionale pendant un week-end. Comme ça mettra peut-être un terme au débat sur le fait de savoir quelle ville pourrait se retrouver capitale régionale. Là, ça semble être réglé pour le week-end du 16 mai. Donc, il y a la fédération m'a transmis un projet de convention qui règle évidemment la mise à disposition gracieuse des installations, le besoin d'un certain nombre de linéaires, de barrières de sécurité, enfin des questions qui relèvent évidemment de l'organisation très concrète de cette manifestation, qui a lieu le 16. On vient de me le remettre il y a quelques jours. Donc, on va vous distribuer cette convention. Et donc, je soumets à la fois au conseil municipal la proposition d'ajouter ce point à l'ordre du jour, et en même temps, parce que je ne vais pas rentrer plus avant dans le détail de la convention, je n'en ressens pas le besoin, et vous aurez l'occasion de la lire, vous verrez qu'elle règle simplement ces questions-là, et en même temps, je soumets évidemment la question à l'approbation du conseil municipal. Alors, on va laisser le soin à la convention d'être distribuée. Je vous propose avant, évidemment, de procéder à l'adoption de ces deux points, c'est-à-dire ajout à l'ordre du jour et acceptation de cette convention, de vous donner lecture des pouvoirs. Madame Lucchesi-Palli donne pouvoir à Anne-Marie Spataro, Audrey Kirillov donne pouvoir à Pascal Frangiamort, Gérard Keff, que je remercie pour son engagement, comme son frère Michel, pour la réalisation de cette opération, donne pouvoir à Édouard Kozlowski, Jean-Jacques Gottini donne pouvoir à Lionel Gérard, Antoine Diazio donne pouvoir à Isabelle Wolf. Voilà les pouvoirs que j'ai en ma possession. J'espère n'avoir oublié personne. C'est le cas, je crois. Est-ce que vous ressentez le besoin de prendre le temps de lire cette convention? On peut, si vous le souhaitez évidemment, je peux mettre ça à l'adoption tout à l'heure, il n'y a pas de souci.
à moins qu'on l'adopte tout de suite. Encore une fois, je le répète, c'est une convention d'organisation très concrète de la manifestation du 16. Alors, je vous le dis aussi, j'ai demandé au service de regarder de près, lorsqu'on dit par exemple un linéaire, non, c'est le bon, ça a été modifié. Bon, c'est bien. Donc le linéaire tel qu'il est posé ici est le linéaire réellement des besoins établis par nos services, en lien avec les représentants de la fédération. Bien. Y a-t-il besoin de compléments sur le sujet, d'explications? Si ce n'est pas le cas, premier vote. Qui s'oppose à cette inscription à l'ordre du jour de ce point supplémentaire? Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Bien, merci. Qui s'oppose à la signature de la convention qui vous a été remise? Une opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie, donc je procéderai à la signature de cette convention, rendant en même temps possible la manifestation du 16 mai. Bien heureusement, entre nous. Bien, je vous propose, sans plus tarder... Comment? Avant de rentrer dans l'ordre du jour, concrètement... Avant de rentrer dans l'ordre du jour, au nom du groupe Entente démocratique, je souhaitais saluer la victoire du conseiller départemental sur le canton de Pays de Briey et féliciter l'élu qui, à 2 reprises au premier tour et au deuxième tour, a remporté la majorité sur notre commune. Bravo. Merci. Je suis sensible évidemment aux applaudissements qui sont aussi forme d'encouragement. La campagne aura été belle, intense. Elle aura permis sans doute de procéder à quelques clarifications sur, en particulier autour des soutiens qui sont ceux de l'extrême droite, qui viennent confirmer, si nécessaire, ce que je pouvais dire depuis longtemps sur un certain nombre de proximités. Un mandat passionnant. Alors, je me souviens d'un récent conseil municipal où il avait été évoqué ici le fait que inévitablement la gauche allait perdre la majorité du département. Ça a été dit ici, hein. Et évidemment pas par moi. Donc la gauche allait perdre la majorité au département et Corzani allait être battu. Celui qui avait engagé évidemment ce pronostic pour le moins hasardeux se reconnaîtra. À nouveau, il a été établi évidemment la qualité de ces projections, de ces évaluations politiques. J'ai été réélu, bien entendu, et d'ailleurs, sachez que je l'ai été aussi au sein de l'Assemblée départementale, puisque vous le savez, je suis vice-président en charge des infrastructures, de la mobilité et du haut débit. Et je travaille aux côtés de mon ami Mathieu Klein, dans l'affirmation d'un projet fort, innovant et solidaire pour les Meurthe-et-Mosellans, tel que nous le conduisons ensemble depuis 1998. Et j'en suis particulièrement ravi dans un département où nous avons su, ensemble, je parle des forces de gauche, lorsqu'elles ont pris les décisions qu'il convenait entre les 2 tours, et l'ensemble des forces progressistes qui ensuite, évidemment, ont créé cette capacité, nous avons dans ce département fait en sorte qu'il n'y ait aucun élu du Front National et que ce département, dans un grand quart nord-est de la France, soit le département qui est décidé de conforter, de confirmer son engagement et de son enracinement à gauche. Donc il y a, de ce point de vue-là, de fortes et belles raisons de satisfaction pour toutes les forces de gauche. Je le dis vraiment comme cela, parce que, et c'est dans cet esprit que nous travaillons, évidemment, d'arrache-pied depuis le 30 mars dernier, pour réaliser les projets que nous portons, ce qui, évidemment, n'enlève rien à nos différences et au regard critique que nous portons sur les politiques qui nous sont imposées depuis Paris. Voilà, merci en tout cas. Ça a été un grand moment de vie démocratique, c'est le moins qu'on puisse attendre d'une élection. Ça ne veut pas dire que tous les arguments aient contribué à la démocratie.
le mensonge, l'invective, l'insulte, la bêtise ne constituent pas à mes yeux des éléments qui contribuent à l'exercice démocratique. C'est l'inverse. Et donc nous avons eu aussi à faire face à cela. C'est regrettable. C'est d'une indigence intellectuelle qui ne grandit pas évidemment ses auteurs. Merci de votre soutien ce soir et avant. En tout cas. Bien. Alors je vous propose de rentrer dans l'ordre du jour. J'ai reçu, le 29 mars d'ailleurs, un message, un mail de Monsieur Savard, m'indiquant qu'il avait décidé de siéger dorénavant en tant qu'indépendant et qu'il quittait de ce fait le groupe Jeuf Notre Ville. Donc cela participe d'une modification à l'intérieur de l'organisation de notre conseil municipal. Il était normal que la séance soit ouverte sur ce point. Monsieur Savard, vous voulez peut-être en dire un mot? Je vous en prie. Alors, allez-y. Non, attendez voir. Comment il y a un problème? Attendez, parce que non, j'ai du mal à. Sûr? Non. Celui-là, il est bon? Ça va? Non, pour l'instant. Ouais, mais. Appuyez sur le demande, voilà. Non, mais justement, là, ça marche pas. Non. On appuie sur le demande. Voilà, ça y est. Voilà. Bon, Merci. une déclaration courte à faire. Le groupe constitué par les élus de la liste Jeuf Notre Ville avait axé ses actions à partir du constat que les méthodes du maire précédent portaient préjudice à Jeuf et à la démocratie. L'ancien maire a quand même été réélu. À l'occasion des récentes élections départementales, il est apparu que la détestation des méthodes du maire amenait certains à la détestation de la personne même du maire, ce qui est déjà discutable. Que cette détestation amène par ailleurs à favoriser la campagne électorale d'un parti rejeté pour ses méthodes et idéologies n'est plus seulement discutable, mais à mon sens inacceptable. En effet, qu'au premier tour des départementales, nos rejets se concentrent exclusivement sur la seule candidature du maire de Jeuf, laissait 3 autres possibilités, dont 2 républicaines. Reproduire le même rejet exclusif au deuxième tour signifiait clairement appeler à voter pour l'autre candidature, celle de l'extrême droite, celle du Front National. Cela ne m'a pas été supportable. J'ai donc logiquement décidé de me retirer du groupe dont les membres avaient participé à cette manœuvre. Je décide ainsi de siéger en indépendant. En résumé, mes convictions ne sont pas à géométrie variable. Je prends bonne note, je parlais d'un élément de clarification à l'occasion du deuxième tour. Je pensais non pas à votre décision, Monsieur Savard, qui est tout à fait louable d'ailleurs, je pensais à la clarification à l'égard de ceux qui jusqu'à présent ne s'étaient pas déclarés comme étant se situant dans cette extrémité. La clarification a eu lieu. Je comprends que vous ressentiez le besoin de tirer les enseignements liés à cela. Après, sur les méthodes du maire, je ne vois pas qu'il y ait dans cette ville, et je vois plutôt, surtout, tous les efforts imaginables qui puissent être faits pour conduire justement nos politiques en pleine transparence. Par contre, quand il s'agit de résister effectivement à l'ignominie, on peut compter sur moi. C'est cela que je fais comme distinguo. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler. Mais j'apprécie cette clarification. Bien, je vous propose. Je peux passer quand même.
Oui, il y a un problème. Donc, M. Savard, voulant plus faire partie de notre groupe, il perd ses commissions, effectivement. Donc, il va falloir nous revérifier comment on met les commissions. On revérifiera cela, mais je ne suis pas sûr que M. Savard perde ses commissions, à l'inverse de ce que vous pouvez penser. Ah ben, la commission des finances et les commissions qui sont liées... Nous reverrons cela, ce n'est pas l'ordre du jour du conseil municipal, donc nous reverrons cela, mais je ne suis pas sûr que M. Savard perde ses commissions. Nous verrons cela. Mais immédiatement, je peux vous dire cela déjà. Bien, allez. Un point quand même sur la liste d'émargement des élus présents. Puisque ça a déjà été le cas lors du dernier conseil municipal, ne signent en face de leur nom que les gens présents. Que les gens présents. On ne signe pas pour les pouvoirs. C'est marqué signature des élus présents, et on a fait souligner présent, puisque la dernière fois, il y avait déjà eu une... Oui, il faut faire attention, oui, bien sûr. Bien. Allez, on rentre dans les documents des finances. On présente en même temps le budget primitif, le compte administratif. Non. On fait compte Non, parce qu'il y a le vote, Ouais. au moment du vote. Bon. Donc, compte administratif. la parole à Anne-Hélène Beauvais. Merci. Le compte administratif. Donc, dans le document de travail qui vous a été envoyé, vous avez la première partie qui concerne le budget ville, avec les deux premières colonnes totales 2014, c'est-à-dire prévision totale 2014, réalisation 2014, qui correspondent au compte administratif. Donc on va d'abord évoquer les deux premières colonnes, et ensuite on reviendra en arrière quand il s'agira d'évoquer le budget primitif, qui constitue la troisième colonne. Donc je vais effectivement vous présenter ce qui est voté par vous, c'est-à-dire les chapitres. Ça veut dire qu'on va passer les pages très rapidement. Si vous avez des questions, vous les posez. Et je ne vais évoquer que les réalisations et pas les prévisions dans le CA. Donc, fonctionnement, dépenses totales, 6 430 300, avec des charges à caractère général d'1 491 926. C'est ça qui est soumis à votre vote et qui représente toutes les pages qui suivent jusqu'à la page 9. Page 9, où nous trouvons le chapitre 012, charges de personnel, 3 352 475. Tous les articles qui suivent sont le détail de ce chapitre 012. Nous passons au chapitre, page 15, 023. C'est bien ces chapitres-là, ces crédits-là que vous êtes amenés à voter, hein. Le détail étant simplement de l'information complémentaire. Virement à la section d'investissement, 023 au bas de la page 15. Réalisation 0, puisque les virements ne se réalisent pas l'année N, mais l'année N plus 1. Ensuite, page suivante, en haut de la page 16. Le chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 197 637. Le chapitre 65, un tout petit peu plus bas, autres charges de gestion courante, 1 186 561. Ensuite, page 17, le chapitre 66, charges financières, 178 766 euros. Sur cette même page, le 67, un petit peu plus bas, charges exceptionnelles, 22 933 euros. Page suivante, donc la page 18, recettes de fonctionnement, 6 718 054, donc le total, avec un résultat de fonctionnement reporté, juste la ligne en dessous, de 209 702,71. Nous avons ensuite le chapitre 013, atténuation de charges, 64 070. Deux lignes plus bas, 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 35 117. Un peu plus bas, le chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, 114 926. Page 19,
Chapitre 73, dans le deuxième tiers de la page. Impôts et taxes. 3 303 771. Page suivante, toujours en recette de fonctionnement. Le chapitre 74, dotations et participations. 2 816 672. Le chapitre 75 à la page 21, dans le deuxième tiers également. Autres produits de gestion courante. 151 911. Et dernière page pour la section de fonctionnement. 76 produits financiers, 3,15 €. 77 produits exceptionnels, 21 877,74. Voilà pour le fonctionnement du budget principal. La page suivante représente l'évolution de la dotation globale de fonctionnement et des dotations. La courbe... Ah oui, c'est vrai que ça concerne le budget primitif. D'accord. Mais enfin, on voit quand même qu'en 2014, puisqu'on est sur le CA, la baisse commence. Voilà, donc on poursuit sur le CA avec les pages suivantes qui concernent l'investissement. Donc là, on a séparé le compte administratif du budget primitif. C'est plus lisible, puisque les opérations sont sur des lignes différentes, tandis que le fonctionnement, c'est toujours sur les mêmes lignes. Donc en dépenses d'investissement, 1 750 986, avec le solde d'exécution de la section d'investissement reporté, 157 558. 35 117 pour les opérations d'ordre de transfert entre sections, le chapitre 040. Chapitre 041, là c'est tout ce qui est grisé, donc c'est plus lisible. Opération patrimoniale, 124 599. Au compte 16, emprunts et dettes assimilées, 446 653. 20, immobilisation incorporelle, 19 233. 204, subventions d'équipement versées, 20 086. 21, immobilisation corporelle, 879 247. Toute la page suivante est consacrée au détail du chapitre 21, immobilisation corporelle, c'est-à-dire les travaux et les acquisitions. Page suivante, page 3 sur 4, donc recettes, 1 735 718, avec un virement à la section de fonctionnement de 183 230 prévu, pas réalisé, je l'expliquais tout à l'heure. En produits de cession et d'immobilisation, 0. En opération d'ordre de transfert entre sections, c'est-à-dire les amortissements, 197 637. 041, opération patrimoniale, 124 599, qu'on retrouve en dépenses. Dotation fonds divers et réserves au compte 10, 647 219. Au compte 13, subvention d'investissement, 297 471. Dernière page pour le CA. Section d'investissement, donc compte 16, emprunts et dettes assimilées, 400 000, donc des recettes, 300 pour les immobilisations incorporelles et 68 489 pour des opérations sous mandat. Merci. Y a-t-il des remarques sur le CA? S'il n'y en a pas, je vais céder... On vote, tu sors à chaque... on fait... le compte de gestion. Ouais. Et à condition qu'on présente tous les CA. Oui, on présente tous les CA et puis après. C'est une méthode. On peut, ça m'évitera de sortir je ne sais combien de fois. En plus, ça vous priverait 5 fois de ma présence. Je sais que certains risqueraient d'être fâchés. Donc ensuite, nous passons les deux pages suivantes qui sont des pages de budget primitif qu'on évoquera tout à l'heure, et on arrive sur le pôle santé. C'est écrit en haut, à gauche, pôle santé. Le pôle santé, je vous le rappelle, il s'agit des opérations meubles action et graphie 3. Si tout le monde y est, je démarre de la même manière. Fonctionnement, dépenses de fonctionnement, donc la colonne réalisation 2014. 35 744. Résultat de fonctionnement reporté, 3 815. Charge à caractère général, 6 229. Virement, 0. Opération d'ordre, 0.
Charges financières, 25 699. Les recettes maintenant, 34 104, avec des opérations d'ordre de transfert entre sections de 0, des dotations et participations pour 16 915, des autres produits de gestion courante pour 17 189 euros. L'investissement à présent, avec des dépenses à hauteur de 56 717, des opérations d'ordre de transfert entre sections de 0, emprunt et dette assimilée 36 614, immobilisation corporelle 9 180, opérations sous mandat 10 923, en recettes 396 225 au total, avec le solde d'exécution de la section d'investissement reporté 318 755. Rien dans les chapitres suivants, 51 629 pour les subventions d'investissement, rien pour emprunts et dettes. Page suivante. Compte 21, immobilisation corporelle, 14 918 et opérations sous mandat, 10 923. Voilà pour le pôle santé. S'il n'y a pas de questions, de commentaires, je poursuis avec la maison médicale. Colonne réalisation 2014, fonctionnement, dépenses, 123 210 au total, avec des charges à caractère général pour 24 853, charges de personnel 5 835, rien pour le chapitre suivant, opérations d'ordre de transfert 76 756, 5 730 pour les autres charges de gestion courante, 10 033 pour des charges financières. En recette à présent, toujours sur ce budget maison médicale et section de fonctionnement, 128 128, un résultat de fonctionnement reporté de 245 euros, des opérations d'ordre entre sections 54 562, 4 039 pour des produits et des services du domaine et des ventes, 65 754 pour des autres produits de gestion courante, 3 527 des produits exceptionnels. Passons à la section d'investissement, en dépenses 78 225, avec un solde d'exécution reporté de 162 euros. Des opérations d'ordre 54 562, 23 500 pour des emprunts et dettes, 76 919 pour des recettes d'investissement donc, avec un virement qui était prévu à 1307 mais qui ne se réalise que l'année suivante, donc 0. 76 756 des opérations d'ordre entre sections, 162 euros des dotations fonds divers et réserves. Et c'est tout pour ce compte administratif du budget maison médicale. On continue avec le quartier de l'Ermitage, toujours la colonne réalisation 2014, des dépenses de fonctionnement à hauteur de 190 449 euros, 46 584 pour l'achat d'études de prestations de services, des opérations d'ordre de transfert 129 725, des opérations patrimoniales 7 069, des charges financières 7 069. En recette, le résultat de fonctionnement reporté 28 613, des opérations d'ordre de transfert entre sections 193 545, 7 069 pour les opérations patrimoniales, 15 666 pour des dotations et participations. En investissement, dépenses 201 101. Un solde d'exécution nul, des opérations d'ordre pour 193 545 euros, emprunts et dettes assimilés 7 556, et des recettes à hauteur de 180 589 euros, avec 33 711 de solde d'exécution reporté, 129 725 d'opérations d'ordre, et 17 152 des subventions d'investissement. Et enfin, dernier budget, celui du cinéma casino, avec réalisation 2014. En fonctionnement, des dépenses pour 176 927, avec un résultat de fonctionnement reporté de 29 380 euros, des charges à caractère général pour 139 173, des opérations d'ordre 8 373, en recettes de fonctionnement 169 958 avec 11 187 euros d'opérations d'ordre, 64 551 de vente de produits, 94 219 de subventions d'exploitation, en investissement en dépenses 11 187 au total. Des opérations d'ordre pour 11 187,
En recettes d'investissement, 41 060 avec 32 687 euros de solde d'exécution reporté et 8 373 euros d'opération d'ordre. Bien, le temps d'adoption de ces différents comptes administratifs, je cède la présidence au premier adjoint. Donc, les comptes de gestion, c'est ceux qui sont ici. Donc vous venez d'entendre les comptes administratifs, les comptes de gestion, les chiffres sont similaires. Je vais vous proposer d'adopter les comptes de gestion. On vient d'entendre les comptes administratifs. Mais on adopte les comptes administratifs. Ah, ok, d'accord. Donc le vote des comptes administratifs, donc que vous venez d'entendre. Pour le budget principal, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. 4 abstentions. 4 abstentions. Maison médicale, des oppositions, des abstentions. Madame Wolf, 2 abstentions. Donc 4 abstentions. Le pôle santé, des oppositions, des abstentions. 4 abstentions. Le cinéma, opposition. Monsieur Savard ne participe pas au vote. Opposition, abstention. 3 abstentions, non-participation. Le quartier de l'Ermitage, des oppositions, une opposition, des abstentions, 3 abstentions. Merci. André. La majorité. Très bien. Je remercie donc la majorité de ce vote. Je vous propose maintenant de rentrer dans la présentation des budgets. Alors je vous fais... Compte de gestion d'abord, tu as raison. Je fais juste circuler les pages de signature des comptes administratifs. Ne signe que les présents. Or, les comptes de gestion, vous le savez, il y a l'ordonnateur et le comptable qui conduisent chacun de son côté, qui tiennent à jour évidemment une comptabilité qui en bout de course doit être identique au centime près. C'est le cas des différents comptes de gestion évidemment qui règlent cette relation entre l'ordonnateur et le comptable. Donc il est proposé d'adopter les comptes de gestion tels qu'ils nous ont été soumis par ses soins. Je vais soumettre les différents comptes de gestion concernant le budget principal. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Pour ensuite c'est la maison médicale. Abstention, opposition, il n'y en a pas. Le pôle santé, même traitement, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Le cinéma, Monsieur Savard ne se prononce pas ne participe pas au vote plutôt sur le cinéma. Je vous remercie, c'est unanimité. Et le quartier de l'Ermitage, même sanction, unanimité, je vous remercie. Bien évidemment, l'affectation des résultats, puisque pour travailler à l'élaboration du budget primitif, il faut déjà savoir évidemment comment on affecte les résultats induits par les comptes administratifs que nous venons d'adopter. Donc on va vous les présenter. Donc sur le budget principal, il y a un excédent de 287 754 euros en fonctionnement. La section d'investissement dégage un excédent corrigé des restes à réaliser de 78 244,74 euros. Donc on vous propose de conserver l'excédent de fonctionnement en section de fonctionnement à l'article 002. Des oppositions, des abstentions, 2 abstentions. 3. 3 abstentions. Sur le budget de la maison médicale, il y a un excédent de fonctionnement de 4 918,21 euros, un déficit corrigé de 1 305,54 euros en investissement,
Donc, on propose de retirer des 4 918,21 € la somme de 1 305,54 € pour le virer à la section d'investissement pour couvrir ce déficit corrigé et de conserver le reliquat en section de fonctionnement. Là-dessus, abstention, donc 3 abstentions, opposition, aucune, unanimité, merci. Sur le budget du pôle santé, affectation du déficit de fonctionnement de 1 640,07 € en section de fonctionnement, l'article 02. On n'a pas d'autre choix. Le vote. Pardon, je précise juste, que l'excédent de fonctionnement est de 57 368,05 €. D'investissement, pardon. Est-ce qu'il y a abstention? Opposition? Unanimité? Merci. Sur le budget du quartier de l'Ermitage, en section de fonctionnement, il y a un excédent de 54 445,66 €. En section d'investissement, un déficit corrigé de 20 512,43 €. Donc, on propose d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement en investissement pour couvrir ce déficit et de conserver le reliquat en section de fonctionnement. Y a-t-il abstention? 3 abstentions. Une opposition? Non. Unanimité? Je vous remercie. Sur le budget du cinéma casino, affectation du déficit de fonctionnement de 6 969,09 € en section de fonctionnement. La section d'investissement est excédentaire de 29 872,73 €. Et donc, comme on vous l'a déjà expliqué, c'est un budget structurellement déficitaire en fonctionnement et excédentaire en investissement. On le vérifie chaque année. En dehors de la participation de M. Savard, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Unanimité? Je vous remercie. Bien. Ensuite, c'est toujours un petit paradoxe pour moi, mais il s'agit d'adopter les taux avant même d'établir le budget, ça peut s'expliquer. Mais les montants à mettre dans le budget. Et en même temps, en faisant le budget, on peut aussi évaluer ouais. Mais bon, ça reste toujours bon. Sur les taux d'imposition, alors la proposition qui est faite, que j'ai présentée à la Commission des Finances et que la Commission des Finances a adoptée, c'est le maintien, comme ça avait été dit évidemment au débat d'orientation budgétaire, le maintien des taux, des taxes sur la base de ce qui avait été établi en fin d'année dernière, après l'extinction de l'abattement général à la base, c'est-à-dire que les taux qui étaient de 19,61 passent à 17,61, c'est ce que nous avions établi en fin d'année dernière. Le taux de 23,93 en taxe foncière passe à 22,93 et le taux de foncier non bâti de 87,74 à 78,79, puisqu'il y a un élément de lien entre les trois taxes. Voilà la proposition qui vient confirmer ce que nous avons ici expliqué et présenté il y a déjà quelques mois, et nous reviendrons sur ces éléments dans quelques instants, puisque vous avez reçu une note concernant la fiscalité directe qui se met en œuvre sur notre ville. Sur ces taux, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Oui. Deux questions. Premièrement, dans la CCPO, il me semble qu'on est en train de faire un observatoire fiscal sur lequel il y aura une révalorisation vraisemblable des coûts pour chaque personne, puisque la structure qui est en charge de cette révalorisation se paye à 50% uniquement sur l'argent qu'elle va faire économiser aux communes. Est-ce que ça veut bien dire que les joviciens, et les autres personnes à CCPO vont voir leurs impôts augmenter? D'abord, je vois comment ils vont faire leurs 50%. Alors, tout d'abord, il n'y aura pas réévaluation des valeurs parce qu'une structure qui aurait la charge de ce travail se rémunérerait. Il y a revalorisation de la valeur locative parce que tout simplement, on est sur du déclaratif depuis fort longtemps. Or, les services fiscaux ont eux-mêmes établi le fait que dans la même rue, les mêmes quartiers, des maisons analogues, il y a des maisons qui sont déclarées ne disposant pas des éléments de confort minimum, alors que c'est le cas depuis longtemps. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un traitement inégalitaire des foyers fiscaux, puisque certains ont déclaré logiquement leurs travaux respectifs et donc
participent, contribuent à l'impôt sur la base de la réalité de leur logement. D'autres sont restés sur un déclaratif qui est relativement éloigné de la situation réelle. Alors, ça, c'est cela qui est en jeu, ce n'est pas ce que vous évoquez, ou la façon dont vous l'évoquez. Donc, comment ? Ça sera une augmentation quand même. C'est assez bizarre de dire, enfin, alors je suis pas surpris, je suis pas surpris, parce que quand je parlais d'attitude spécieuse, en voilà une. Il faut, je sais pas par quel mécanisme intellectuel est-ce que les gens payeront je ne plus sais pas. La question est simple. Eh ben, ma réponse. Et oui, votre réponse est oui, mais ma réponse est simple. Ma réponse est simple. C'est non. Mais si, c'est oui. C'est non. Même si vous avez du mal à admettre un traitement égalitaire des foyers fiscaux, même si vous poussez les mécanismes qui vous amènent à faire dans le populisme dans des proportions inégalées, et que vous souhaiteriez que sur cette base-là, on ait une certaine sympathie pour des allusions qui n'ont pas de fondement et qui alimentent justement les dissonances fiscales. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui déclare les travaux qu'il fait, qu'il rémunère l'impôt comme il doit l'être, serait plus maltraité que celui ou celle qui aurait oublié de déclarer les travaux ou qui aurait fait évoluer sur ces toutes dernières décennies, et quelquefois ça remonte à plusieurs décennies, ces mêmes travaux. Donc, que vous soyez pour l'injustice, je le sais, que vous soyez pour le fait qu'on masque les réalités, qu'on les occulte et qu'on leur donne une configuration qui est très éloignée de la réalité, je le sais aussi. Est-ce que ça va augmenter l'impôt des joviciens qui sont en conformité avec les règles d'imposition? La réponse est non. Et non. Dans l'étude de la CCPO, plus de 50% des joviciens étaient hors des normes. Et donc, plus de 50% des joviciens vont voir augmenter leur impôt. Ah, dites-le. Mais moi, ça me choque pas qu'on augmente les impôts. Mais c'est la réalité. C'est encore des chiffres que vous inventez. Non, oui. Allez à la CCPO et allez voir. Mais là, nous n'avons pas attendu la CCPO pour faire ce travail. La CCPO est en retard par rapport à notre ville. Donc, si j'entends bien ce que vous me dites que pour quelqu'un qui a été régulier, qui n'aura pas de réévaluation, il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Pas sur la base de l'impôt local. Alors, donc, on est bien d'accord que si par malheur l'an prochain des personnes dans ce cas-là voyaient leur impôt augmenter, la ville de Joffre se ferait un plaisir de leur rembourser Mon Dieu. J'espère que dans tous les espaces de votre vie, vous êtes sur une démarche un peu plus réaliste et un peu plus honnête, vraiment. C'est extrêmement réaliste. Bon, écoutez, on va pas passer la soirée sur cette appréciation et cette approche qui est complètement ubuesque. Posez la deuxième question. Donc vous admettez que l'an prochain les impôts vont... Non, j'admets que vous dites n'importe quoi. Donc, voilà, ça je l'admets parfaitement. On vous reviendra dans un an. C'est ça, bien entendu. Voilà. Arrêtez de dire n'importe quoi, même si vous aurez du mal à le faire. Bien, vous n'avez pas d'autres questions, très bien, on continue. On continue. Les impôts vont baisser, les taux baissent. Mais oui, vous dites n'importe quoi comme d'habitude. Et on verra vous dites n'importe quoi comme d'habitude. Vraiment. C'est vous qui dites c'est d'une incongruité, d'une faiblesse intellectuelle qui est affligeante. Les impôts vont augmenter, vous le savez. Vraiment, vous dites n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. La seule ville qui depuis 15 années a fait ce qu'il fallait, malgré les facultés qui lui étaient offertes, de faire que les impôts soient supérieurs à ce qu'ils sont sans que nous ayons eu à toucher les taux, c'est Joffre. Même lorsque il y a eu transfert. Donc on continue le travail du Conseil. Vous dites n'importe quoi, mais vraiment. Oh là là. Non. Rapidement, éventuellement. On passe à l'examen du budget. On peut prendre un élément. Non mais, on pourra dire que les taux baissent, que tout ce que l'on veut, l'essentiel c'est qu'il manque.
Alors, on va pas s'arrêter là-dessus. Vraiment, c'est affligeant, c'est désolant. Et c'est pur. Attendons l'an prochain, monsieur Jourdain. Oh là là, monsieur Thiebaud, j'ai pas attendu l'an prochain pour savoir ce que je faisais, et on vient de décider de ne pas augmenter les taux. Monsieur Thiebaud, réfléchissez un peu, bien que ce soit pas, évidemment, la formule la plus évidente de votre part. Comment peut-on dire des choses pareilles alors que, alors, c'est payant, monsieur Thibault dort. Et c'est un fait, puisque Je sonore pour les choses intéressantes. Non, lorsqu'il était en train de réfléchir, il dit à ce moment-là. Allez, on continue. On continue. Attendons l'an prochain, puisque vous êtes si fort, monsieur J'y vais. On verra les feuilles d'impôt. Donc on évoque le budget primitif. Ah, ils n'ont pas été votés. Oui, oui. Je pense qu'elle voulait qu'on arrête. non, je coupe. Ah, pardon. On y arrivera. Bien alors, sur les taux proposés, c'est-à-dire la diminution des taux, je sais, il doit y avoir un mouvement général dans les villes de Lorraine et de France pour baisser les taux en ce moment. Je sens ce mouvement général qui nous transcende et qui nous porte à faire comme les autres. Je pense que c'était quand même intéressant de voir l'historique. Ouais, enfin, vous avez reçu les éléments d'information, mais l'information, manifestement, pour certains, n'a pas beaucoup d'utilité. Vous verrez que sur l'historique, effectivement, on est sur le foncier bâti en 2000 à 28,09 et voire même avant. Il y a des taux plus anciens sur le foncier bâti. En 91, la taxe d'habitation était à 18,58. La taxe foncière était à 26,76. En 91. En 91, on est à 24 ans. C'est ça, hein? 24 ans. 24 ans après. C'est assez remarquable. Moi, je suis fier d'afficher que sur un quart de siècle, excusez du peu, et dans le moment où tout le monde envisage le mouvement inverse, nous proposions de baisser les taux. C'est la proposition que je vous fais et que je mets aux voix. Qui est contre la baisse des taux? C'est pas contre la baisse des taux, c'est contre ce que ça représente globalement, contre la décision. Donc, un vote contre. Qui s'abstient sur la baisse des taux? Bien. Merci de cette abstention qui est très éclairante et qui vraiment renforce les arguments utilisés tout à l'heure. C'est formidable. Il suffit de vous laisser parler, de vous laisser agir pour que ce soit clair. On continue l'examen du budget. Allez. Donc le budget primitif, on reprend le document de travail de tout à l'heure et on s'attarde sur la troisième colonne, donc prévision 2015. Je présenterai les choses de la même manière. Donc pour le budget principal, en fonctionnement, prévision de 6 653,180 €. La première. 6 653 180, pardon. Avec des charges à caractère général pour 1 560 078. Donc là, on repasse à la page 9. Tout ce qui suit concerne les charges à caractère général. Page 9. Bas de page, 012, charges de personnel et frais assimilés, 3 340 609. Page 15. En bas de page, 023, virement à la section d'investissement, 163 673. Ensuite, page suivante, 042, opération d'ordre, 184 277. Compte 65, autres charges de gestion courante, 1 158 998. Ensuite, page suivante, page 17. Au tiers de la page, 66, charges financières, 184 445. En bas de page, compte 67, charges exceptionnelles, 61 100.
tourne la page. Nous passons aux recettes avec 6 653 180, 287 754 de résultats de fonctionnement reportés, 43 000 euros pour les atténuations de charges au compte 013, au compte 042, milieu de page. 18. Opération d'ordre de transfert entre sections, 30 199. En bas de cette page 18, nous avons le compte 70, produits et des services du domaine et des ventes diverses. Monsieur Savard, j'aurais une intervention à faire sur une partie de cette page, mais je peux la faire à la fin du... Ah, c'est vrai. Pour un bon fonctionnement, je peux le faire à la fin. Donc 70, produits des services, 104 870. Ensuite, nous avons page 19. Compte 73, impôts et taxes, 3 406 916. Page 20, compte 74, dotation et participation, 2 631 179. C'est là qu'apparaissent les dotations de l'État dont on verra les courbes tout à l'heure. Page 21, compte 75. Autres produits de gestion courante, 142 761. Et page 22, produits financiers 0, et 77, produits exceptionnels, 6500. C'était la section de fonctionnement. Nous avons donc cette fameuse évolution de la DGF. Donc une perte depuis 2009 de 12,53%, soit 225 636 euros de la DGF. Pour 2014, enfin entre 2014 et 2015, l'évolution de toutes les dotations, c'est-à-dire DGF, dotation de solidarité rurale et dotation nationale de péréquation, nous avons une perte de 148 286 euros, une perte sèche. Donc vous voyez la courbe de la DGF qui parle d'elle-même. Ensuite, nous passons. Ça correspond en fait à 4 non-remplacements de poste et à la fermeture du pour compenser ces pertes. Donc nous passons les 4 pages suivantes qui concernaient le CA de la section d'investissement et nous allons sur une autre série de pages 1 sur 4. BP 2015, ça s'appelle tout en haut BP 2015 investissement ville. Je ne sais pas si vous me suivez. Avec investissement dépenses 2 109 592 euros au total, 15 268 pour le solde d'exécution de la section d'investissement, 0,40 opération d'ordre de transfert entre sections 30 199, opération patrimoniale le compte 0,41, 189 080, c'est tout ce qui est grisé là, c'est plus visible, 16 emprunts et dettes assimilées 486 270, immobilisation incorporelle compte 20, 25 673, 204 en bas de page, subvention d'équipement versée 98 884. À la page 2, 21, immobilisation corporelle 1 238 627,64. À la toute bas de page, compte 4581, opération sous mandat 25 590. Page suivante, 3 sur 4, en recettes d'investissement 2 109 592 avec 163 673 de virements. Au compte 472 499, au compte 024, produits de cession d'immobilisation. Ensuite, opération d'ordre de transfert entre sections 184 277. Au compte 041, en bas de page, 189 080. Et dernière page pour cette section d'investissement du budget principal de la ville. 92 630 pour des dotations et fonds divers, 318 179 pour des subventions d'investissement, 663 663 pour des emprunts et dettes assimilées et des opérations sous mandat pour 25 590 euros.
Bien, merci. Anne-Hélène, Monsieur Savard. Alors. Oui, page 18, là, il y a une ligne concernant l'Eurofoot. Donc je vais intervenir sur sur le fait qu'on accueille l'Eurofoot en deux points. Le premier, très rapidement, les questions de compétitivité, de compétition internationale, de haut niveau en tout cas, sont les mêmes que celles qui motivent l'ultralibéralisme. Je ferme la parenthèse là-dessus. Mon propos est essentiellement axé sur autre chose. Pour obtenir que la France accueille l'Eurofoot, les dirigeants d'Eurofoot ont exigé d'être exonérés de taxes. Pendant que les petites gens sont tenus de payer leurs taxes, ou en tout cas sont poursuivis s'ils ne les payent pas, les pontes de l'Eurofoot, grâce aux exonérations de taxes notamment, peuvent aller se goberger dans des 5 étoiles. Ça ne me paraît pas un positionnement de gauche. Donc je demande un vote sur ce sujet-là pour compter parmi les opposants à cette ligne combien il y a donc de vote de gauche dans ce conseil municipal. Donc je vais souscrire à cette proposition, mais d'abord on va évidemment développer le débat. Ce n'est pas la seule question évidemment à débattre. On continue. Qui d'autre sur cette proposition budgétaire? Je reviendrai tout à l'heure sur cette demande. Personne? Ah ben oui, tu as l'autre. Une intervention plus générale. Ce budget primitif est un bon budget, un budget qui a été compliqué à réaliser vu les contraintes financières que nous avons avec entre autres la baisse des dotations. Je voudrais moi remercier l'ensemble des services qui ont travaillé sur ce budget-là. Lorsque l'on a vu tout à l'heure les comptes administratifs et lorsque l'on regarde la différence qu'il y a entre le prévisionnel du compte administratif 2014 et le réalisé 2014, on voit que nos services, les services de la ville connaissent bien leur sujet parce qu'ils ne sont pas éloignés. Ce budget primitif-là est sur la même lignée que les autres. C'est un budget qui est toujours compliqué à réaliser, mais en tous les cas qui est un budget qui nous permet de porter nos projets et la réalisation de nos projets. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques sur le budget primitif, tout d'abord sur la demande de M. Savard. Alors, tout de même, l'opération du 16 mai va concerner quelque chose comme 1500 enfants. Venant de l'Est, enfin de la région Lorraine, que des enfants qui vont être accompagnés par des centaines d'éducateurs et qui vont participer à un parcours, parce que c'est un véritable parcours qui est imaginé, qui, pour être vectorisé par la pratique du foot, n'en a pas moins l'objectif d'affirmer l'identité citoyenne des uns et des autres. Et évidemment de participer à leur compréhension des enjeux citoyens, de quelque nature qu'ils soient. Il y aura comme cela toute une série de stands, de points d'arrêt, de partage, d'initiatives, de réflexion, etc. Donc, je trouve tout de même, moi, très sincèrement, je ne sais pas qui est à l'origine précisément du programme. Je sais que c'est la FFF et l'UEFA. Donc j'ai la faiblesse de penser que le président de l'UEFA a sans doute, à un moment ou à un autre, donné son avis sur la façon dont les choses étaient conçues. Et ce qui m'apparaît, c'est que justement,
L'objectif central, c'est cet effort-là. Un effort éducatif en direction des clubs que nous avons ici, et ce ne sont pas des clubs professionnels, et en direction des jeunes et des enfants. Je m'en réjouis qu'il y ait dans tel ou tel espace-temps un effort qui soit porté et une visibilité qui soit affichée à l'adresse de cette pratique-là, de cette ambition-là, de cette envie de faire que ce soit les jeunes qui soient bénéficiaires d'un événement majeur et qu'ils en sortent ragaillardis et droit dans leurs bottes, comme on dit, c'est passionnant, c'est bien, c'est bien. C'est à cela que nous sommes conviés. Et je suis heureux en tant qu'homme de gauche, en tant qu'élu de gauche, en tant qu'animateur de cette municipalité de gauche, de porter un projet, une démarche, une pratique, des attitudes, des comportements qui visent à cela. Donc, je suis prêt à répondre à la demande d'Alain Savard sur le fait que nous soyons amenés à voter sur ce sujet. Alors la participation de la ville, encore une fois, c'est du linéaire de protection, c'est quelques WC publics amovibles, c'est des sanitaires, c'est des choses comme ça. Donc bon, il n'y a pas de dépenses somptuaires, c'est pas qu'on puisse dire. Mais bon, je vous propose donc de vous prononcer sur cette ligne. Rien ne m'y oblige, mais j'y souscris très favorablement, qui est contre ce projet d'animation. Donc, une voix contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. La majorité de gauche du conseil municipal est donc rassemblée sur le fait de valoriser l'intervention et l'utilisation du vecteur foot en faveur des enfants. Quand je parlais, mais j'ai eu la faiblesse, Emmanuel, à un moment, je t'intégrais dans mon propos. Mais merci de le préciser, parce que ça aurait pu ne pas apparaître comme tel. Donc, j'intégrais le représentant du groupe socialiste dans le propos que je viens de tenir. Totalement. Mais tu as raison de dire l'opposition socialiste, alors que j'ai parlé de majorité de gauche. Tu vois, c'est un lapsus, je ne sais pas s'il est révélateur, mais bon, petit lapsus. Merci. Ok, écoutez, sur le budget primitif, et avant de procéder au vote, ou alors après, je fais voter d'abord, peut-être, et je dirai quelques mots après, ça me paraît plus logique, sur le budget primitif tel qu'il vous a été présenté, qui s'abstient? 3 abstentions. Qui vote contre? 1 vote contre. Donc, l'ensemble des élus de gauche votent ce budget. Une remarque, et je dis quelques mots ensuite, parce qu'après le vote... Je trouve un petit peu comique que sur 6 millions, plus de 6 millions de budget, on s'arrête à 7 000 euros de subvention. C'est le seul point que l'on relève sur ce budget principal. 7 000 pour des sanitaires pour un événement festif. Ça me fait largement sourire. Bon, écoutez, je vais dire quelques mots. Je ne veux pas trop allonger notre soirée. Le budget primitif est ainsi adopté, je vous en remercie. C'est à la fois un budget audacieux, engageant pour l'exercice, mais bien au-delà, et en même temps à contre-courant. À contre-courant, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes l'un des rares endroits, n'ayons pas peur des mots, en France, l'un des rares endroits en France qui décide de baisser le taux d'imposition sur la ville. Alors que, évidemment, la simple faculté du maintien du taux aurait généré des recettes supplémentaires. Nous ne l'avons pas décidé comme tel, nous avons pris la décision, ça fait partie de l'audace, qui est à saluer, je crois, parce que c'est une caractéristique jovicienne et elle n'est pas mince. Autre audace, nous avons porté des projets importants qui ont démarré il y a quelques semaines, quelques petits mois, qui vont se déployer tout au long de cette année, qui vont se terminer pour une partie d'entre eux
l'an prochain. Notre capacité d'investissement est largement engagée, presque exclusivement engagée, autour de ces axes qui sont structurants pour l'avenir. C'est en cela que j'évoque des dispositifs qui vont bien au-delà du cadre budgétaire, et c'est bien heureux. Et cela peut évidemment aussi nous engager sur l'exercice budgétaire suivant. Je le dis sans en être gêné, puisque lorsque on règle une question aussi prégnante, lorsque il y a comme ça un élément qu'il faut cureter, qu'il faut retirer et le faire remplacer par un bâtiment qui, lui, va être porteur évidemment de renouveau et porteur de promesses, eh bien oui, ça oblige, ça engage la responsabilité de la municipalité, que ce soit sur l'exercice en cours ou éventuellement, nous le verrons, sur l'exercice suivant. Là aussi, j'en suis fier parce que nous avons la responsabilité de nous projeter. On a la responsabilité de le faire dans le cadre de ce qui est imposé, mais en même temps, le courage d'assumer des choix qui quelquefois peuvent être difficiles, pour ne pas dire douloureux, qui favorisent évidemment le tutoiement de l'avenir. Et tout ça dans un cadre, je l'ai ici dénoncé je ne sais à combien de reprises, extrêmement contraint, vous l'avez entendu. Les efforts que nous conduisons sont souvent annihilés par des décisions prises ailleurs. Je vais évoquer la baisse de la DGF, mais ce n'est pas que cela. Quand la décision de l'État est de réviser ce qui est bien pour les personnels concernés, le point d'indice, évidemment, ça a une incidence directe. Quand les mutuelles revoient leurs cotisations à la hausse, parce que tout simplement les transferts de la part de la sécurité sociale sur les couvertures complémentaires augmentent, ça, il y a des décisions qui relèvent directement de l'État, même si elles ne sont pas perçues, mais elles ont un impact important sur notre budget. Donc tous les efforts que nous conduisons sont pratiquement annihilés par ces seules décisions. Et en plus, nous supportons cette diminution des dotations. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le répète. C'est une politique hypocrite, dangereuse, pernicieuse. Je pèse mes mots. J'ai l'habitude de le faire. C'est pas le cas de tous ici. Mais hypocrite parce que vous entendez comme moi en ce moment l'État se taper sur le ventre en disant on va réduire l'impôt. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? L'État qui a augmenté considérablement les impôts jusqu'à présent, aujourd'hui, il a l'outrecuidance de dire je vais baisser l'impôt, alors qu'en réalité, il transfère des charges considérables sur les collectivités locales en les ponctionnant, comme ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire de ce pays, ces mêmes collectivités locales, mettant en cause et fragilisant de très triste manière l'ensemble des entreprises petites et moyennes qui travaillent dans le cadre du BTP. J'aurai prochainement, dans le cadre de ma responsabilité actuelle, l'occasion de rencontrer un dirigeant du BTP Meurthe-et-Mosellan. Je ne doute pas de ce qu'il va venir m'expliquer. Donc, hypocrisie, inefficacité, parce que à l'aune d'un critère qui a été défini dans un couloir entre deux portes, qui serait le seul salvateur dans la considération que l'on pourrait porter sur les comptes publics, c'est une énormité. Et lorsque la Banque centrale européenne décide d'injecter des milliards d'euros dans la machine économique qui ne vont que réduire très partiellement les dettes des différents États et en réalité viennent donner de la matière financière aux banques elles-mêmes et ne servent absolument pas, auront aucun effet sur la réduction de la dette globale, on se moque du monde. Et c'est cette politique-là qui amènerait à considérer qu'il n'y aurait pas d'autre choix, pas d'autre alternative. Mais c'est cette politique-là qui nous conduit dans le mur et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un système qui massacre l'ensemble des repères sociaux, salariaux, et qui contribue à réduire le pouvoir d'achat,
qui fait en sorte que les veuves, pour partie d'entre elles, et ça vaut aussi pour les veuves de notre région et de notre ville, vont être assujetties à l'impôt sur le revenu pour la première fois, avec la suppression d'une demi-part décidée par le gouvernement Sarkozy et que le gouvernement Hollande n'a absolument pas remis en cause. Mais bien sûr, parce que lorsqu'on n'est plus exonéré de la taxe sur les salaires, on paye les autres. C'est scandaleux. À nouveau, on tape sur les plus faibles pour favoriser les plus riches. Et les dernières déclarations du Premier ministre vont dans ce sens. Tout ça pour vous dire qu'un cadre extrêmement contraint, et à cet égard, je l'ai dit à la dernière réunion de la CCPO, mais je propose que notre ville s'enhardisse et prenne des initiatives qui nous permettent de nous expliquer, d'engager une vaste campagne sur ces questions-là, pour que les uns et les autres sachent pourquoi cette situation se dégrade, à quoi elle sert et surtout à qui elle sert. Et donc il est nécessaire de faire l'effort. Je vous propose que nous, dans les semaines et mois qui viennent, nous concevions une campagne, pas simplement de sensibilisation, pas simplement d'explication, mais de mobilisation contre cette politique-là, qui est une politique, encore une fois, je le répète, extrêmement dangereuse et qui, évidemment, détruit de l'emploi. Elle n'en crée pas, elle en détruit. Donc voilà, c'est tout cela qu'exprime ce budget primitif, à la fois audacieux pour les deux raisons que j'évoquais, et en même temps, effectivement, à contre-courant pour toutes les explications que je viens de vous donner. Je vous remercie de cette adoption. Je vous propose de rentrer sans plus tarder dans l'examen des autres budgets. Donc, nous en sommes au budget Pôle Santé. Colonne de droite, budget total 2015. En fonctionnement, dépenses 67 412. Résultat de fonctionnement reporté 1 640 euros. Charge à caractère général 5 412. Virement à la section d'investissement 19 476. 18 874 pour les opérations d'ordre de transfert entre sections. Charge financière 22 009. Ensuite, passons aux recettes, avec un total de 67 412, 2 433 pour des opérations d'ordre, 48 484 des dotations et participations. Autres produits de gestion courante, 16 495. L'investissement, quant à lui, propose une dépense totale de 956 733 euros, avec des opérations d'ordre de 169 353. 71 271 pour emprunts et dettes. Immobilisation corporelle, 714 373. Opérations sous mandat, 1736. Les recettes, quant à elles, sont également à hauteur de 956 733, avec un solde d'exécution section d'investissement de 339 508, un virement de 19 476, 185 794 pour des opérations d'ordre, des subventions d'investissement pour 148 219, 262 000 d'emprunts et dettes. Page suivante, 3 sur 3. Immobilisation corporelle, 0. Et opération sous mandat, 1736. Je peux voter ? Sur ce budget, s'il n'y a pas d'opinion, je vais soumettre aux voix. Qui s'abstient ? 3, 4 abstentions, pas d'opposition, unanimité, je vous remercie. On continue. La maison médicale à présent, budget total 2015, en fonctionnement, dépenses, 131 857 euros. Charge à caractère général, 26 758. Charge de personnel, 5 835. Virement à la section d'investissement, 1307. Opération d'ordre, 76 757. Autres charges de gestion courante, 12 297. Charges financières, 8 901. Recettes de fonctionnement de ce budget maison médicale, 131 857 avec un résultat reporté de 3 612. Des opérations d'ordre pour 54 564 euros. 4 000 pour des produits de service. Autres produits de gestion courante, 69 681. En investissement, dépenses, 79 369 avec 1305 de résultats reportés.
des opérations d'ordre 54 564. 23 500, il s'agit d'emprunts et dettes. En recettes, virement à la section de fonctionnement 1307. Opération d'ordre de transfert entre sections 76 757, 1305 pour des dotations fonds divers. Et c'est tout pour ce budget. Sur la maison médicale, je mets aux voix. Tu voulais dire quelques mots? Juste un mot sur ce budget. C'est vraiment une très très belle réalisation que la maison médicale. Et on peut se féliciter que dès aujourd'hui, ça rapporte au budget principal, ça rapporte des recettes au budget principal. Et j'ai un pouvoir, je ne participerai pas au vote pour ce pouvoir-là. C'est le pouvoir de Jean-Jacques. Oui, d'accord. Bien, qui s'abstient? 4 voix. Alors à chaque fois, je vois que deux mains. Donc qui a le pouvoir déjà? C'est vous? Donc si vous pouviez le manifester, ce serait mieux. Donc 4 voix, 4 abstentions. Qui est contre? Unanimité, je vous remercie. Le quartier d'Hermitage. Fonctionnement, dépenses, 441 191 € avec achat d'études, enfin plutôt charges à caractère général, 187 565, 47 933 pour un virement à la section d'investissement. Des opérations d'ordre 293 545 €, 6 074 pour des opérations patrimoniales, des charges financières 6 074. En recettes de fonctionnement, 441 191 avec 33 933 € de résultats reportés. Opération d'ordre 387 059. Opération patrimoniale 6 074. Dotation et participation 14 125. En investissement, dépenses 415 892. Solde d'exécution reporté 20 512. Opération d'ordre 387 184. Emprunts et dettes 8 196. En recettes d'investissement 415 892 avec 47 933 de virements. Des opérations d'ordre pour 193 545. Des dotations fonds divers 20 512 et 153 901 d'emprunts. Bien, sur l'Hermitage, abstention, 3 abstentions, vote contre, un vote contre. Ok, merci. Ensuite, sur le cinéma casino. Fonctionnement dépenses, 168 807, avec un résultat reporté de 6 969 €, 153 620 de charges à caractère général. Les opérations d'ordre pour 8 218. En recettes de fonctionnement, 168 807 également, avec des opérations d'ordre de 14 938, 86 906 pour des ventes de produits. Subvention d'exploitation, 66 963. En investissement, dépenses, 44 840 €. Et enfin, dernière page, opération d'ordre, 14 938. Immobilisation corporelle, 29 902. En recettes d'investissement de ce budget cinéma casino, 44 840 €, avec un solde reporté de 29 871. 8 218 € pour les opérations d'ordre et des subventions d'investissement pour 6 750 €. Bien, en dehors de la participation de M. Savard, des abstentions, des oppositions, unanimité, je vous remercie. Bien, les budgets ayant été ainsi adoptés, je vous propose maintenant de poursuivre l'examen des points concernant les finances. Merci. Oui, la commission des finances a travaillé sur ces différents points. Donc, il faut adopter le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLET, l'organisme de la CCPO. La ville de Moutier retire sa participation au CIRTOM de 30 000 €. Donc, il y a une réaffectation dans le cadre de la CLET à cette commune. Opposition, abstention, une abstention. Bien, unanimité, merci. Assujettissement à la TVA pour l'opération de création de logement dans la maison Corradini, c'est la même décision que nous avions prise pour Meuble Action, pour le pôle santé, la dernière fois. Donc voilà. Abstention, opposition, une opposition, merci.
Attribution de subvention. Attribution de subvention, 100 € à l'association SOS Animaux qui est adossée à la fourrière de Séry, 100 € à la FCPE pour l'achat de livres qu'ils vont redistribuer aux écoles élémentaires, 644 € pour... Oui, on passe de 644 parce qu'on vient de recevoir aujourd'hui un élément d'information de la part du collège. Il y a un élève en plus qui participe à ces voyages, ça modifie légèrement la participation, on passe de 644 à 690. 690 €. Donc pour le collège de Geoff, pour l'organisation d'un voyage scolaire en Allemagne, c'est au prorata du nombre d'enfants. Il y en a un de plus. On passe de 644 à 690. Et 311,60 € au collège de Geoff pour la prise en charge des repas de la cantine pour les élèves et les professeurs de CM2 lorsqu'ils viennent visiter cet établissement. Bien, est-ce que sur ces propositions, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Oui, 3 abstentions. C'est noté unanimité, je vous remercie. Alors sur la modification du tableau des effectifs. Donc suite au départ à la retraite de la responsable des agents d'entretien et par mutation interne, on vous propose de permettre la nomination de la nouvelle responsable des agents d'entretien sur le cadre d'emploi des adjoints techniques. Pas d'opposition, pas d'abstention, on continue. Marché public, délégation de service public, on a tout simplement, il s'agit de signer un contrat de concession avec un garage qui sera chargé évidemment d'assurer les missions de fourrière. Pas d'opposition, pas d'abstention sur le sujet, on continue. Affaires scolaires. Françoise, quelques mots rapides, sans rentrer dans le détail. Alors attends. Que l'école du Génimois donc accepte l'expérimentation donc sur les nouveaux rythmes des enfants dans les écoles. Ce qu'on propose de faire aujourd'hui, c'est d'après le PEDT que vous avez dû recevoir, donc le projet territorial, généraliser l'expérimentation aux autres écoles de la ville. Alors, voilà, donc c'est un avis qu'on vous demande sur ce que vous avez pu constater sur le PEDT, les nouveaux horaires et le samedi matin au lieu du mercredi. En gros, c'est ça le fondement de... Nous sommes sur la poursuite de l'effort que nous avons ensemble décidé d'ailleurs concernant l'organisation scolaire sur le territoire. Vous vous souvenez des dérogations qui avaient été par nous demandées et par nous obtenues. Nous souhaitons cette généralisation parce que tout simplement l'expérience elle-même nous renseigne sur les conséquences heureuses qu'elle peut avoir sur l'enfant. Ça ne veut pas dire que cette volonté de généralisation soit comprise ou partagée de tous, ce qui d'ailleurs dans l'absolu n'est pas surprenant. Par contre, l'inspecteur d'académie est dans la phase de concertation, que ce soit les conseils d'école ou le conseil municipal. C'est pour cela que ce point est à l'ordre du jour aujourd'hui. La proposition, c'est de poursuivre évidemment dans l'élan que nous avons donné dans cette question-là. Et je vous assure, pour avoir regardé et vérifié la façon dont les choses se déroulaient, c'est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, je pense que nous allons reprendre des initiatives à l'adresse de toutes les villes alentours, puisque partout, les mêmes questions se posent quant au fait qu'aujourd'hui les enfants qui sont sur le rythme traditionnel soient malheureusement atteints d'une fatigue chronique qui ne leur permet pas d'assumer comme il le faudrait les trimestres scolaires. Et nous sommes très très loin évidemment de l'incidence escomptée. Ce n'est pas le cas sur notre ville. Nous l'avions dit à l'époque, le seul critère pour nous c'est l'enfant, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est pour cela, même si ça peut avoir des incidences financières à charge de notre ville, malgré le contexte que j'évoquais, nous en avons fait une priorité. C'est autour de cet axe prioritaire et pour conforter l'axe prioritaire que nous avions ensemble défini que je vous propose d'adopter cet avis sur la généralisation sur les 3 établissements. Je ne sais pas ce que sera la décision de l'inspecteur d'académie. Je l'ai rencontré, je lui ai donné mon avis. Il connaît bien la situation jovicienne. J'espère que ce sera le cas. D'une manière ou d'une autre, nous prendrons des initiatives à l'adresse de toutes les villes de notre territoire et je vous assure,
pour les avoir rencontrées, qu'elles sont effectivement très interrogatives, d'une part, et très intéressées, d'autre part, par ce qui se fait chez nous. Bien, sur cette proposition de généralisation, je vais soumettre aux voix qui s'abstient, 3 abstentions, qui s'oppose. À nouveau, unanimité, même si la première fois l'unanimité avait été complète et sans abstention, je note néanmoins une unanimité aujourd'hui. Parce que franchement, je vois pas mal d'enfants qui ont ce rythme-là, je suis pas si sûr que ça soit bon pour eux. C'est pas si simple que ça. J'ai vu pas mal d'enfants fatigués qui ont ce rythme-là, d'autres pas fatigués qui ont pas ce rythme-là. Je suis très dubitatif. Vous avez les enseignements que nous en tirons, nous, avec les parents d'élèves de l'école concernée, parce que les parents sont pour le moins les premiers en contact avec leur enfant. Oui. Ah bon, je croyais que quand l'enfant se réveillait le matin, il avait affaire à ses parents, et lorsqu'il se couchait le soir, il avait affaire à ses parents. Alors j'apprends que ce ne soit pas le cas. Je ne sais pas dans quel monde on vit. En tout cas, moi, je suis dans le monde réel. Et donc, les parents sont effectivement en contact avec leurs enfants. Est-ce qu'ils le sont suffisamment? Est-ce qu'ils le sont de bonne manière? Ça, c'est une autre question. Mais je viens d'apprendre que les enfants et les parents n'étaient pas en contact avec leurs enfants. Bon, mais nous apprenons plein de choses ce soir. Bien, en tout cas, cette généralisation est adoptée. Tout à fait. C'est un gros travail. Tu as raison de souligner l'ardeur qui a été mise par Benoît Cuvelier, par un certain nombre par toutes les écoles, parce que toutes les écoles ont travaillé, d'une manière ou d'une autre, à cette démarche, mais je souhaite vraiment que nous continuions, quoi. Je ne renoncerai pas à cette généralisation. C'est très clair dans mon esprit. Bien. Alors, on continue. La désignation de conseillers municipaux chargés de siéger dans les conseils d'école. Donc Françoise Berg, deuxième adjointe déléguée de premier rang. Pascal Franjamor, sixième adjointe délégation de deuxième rang. Et je propose que Lydie Bagiou, conseillère municipale, et très impliquée déjà dans ces domaines, soit représentant du maire en deuxième rang. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 4 abstentions. Je vous remercie. Lydie, tu viens d'être élue à l'unanimité. Alors, ensuite, j'ai reçu, il y a déjà pas mal de temps, différentes questions qui me sont posées par Monsieur Savard. La première concernait une question qui a à voir avec la perception que l'on a du Conseil. Elle était signée par M. Savard au nom du groupe Jeuf Notre Ville. On sait depuis le début de ce Conseil qu'il y a modification de cette situation. Je ne doute pas que les membres de ce groupe auront à cœur de me reposer donc cette question en leur nom propre. Sur la deuxième question, sur la communication des documents. D'abord, je voudrais dire que les réunions de commission municipale sont des réunions de travail qui visent à préparer les décisions justement de notre conseil, comme ça a été le cas à nouveau cette fois-ci, en toute transparence. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, et selon l'article 7 de notre règlement, que ces séances de conseil de commission municipale ne sont pas publiques. Les commissions formulent des avis, et le contenu de leurs réunions ne saurait faire l'objet d'aucune publicité. Concernant la communication des documents administratifs, à présent, c'est la loi du 17 juillet 78 qui doit être regardée ici. Or, cette dernière prévoit dans son article 2 portant sur la liberté d'accès aux documents administratifs, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Vous parlez d'ailleurs vous-même d'un document servant à préparer les travaux. Sur le troisième aspect, elle porte sur l'église Notre-Dame de Franchepré et une dégradation observée sur certaines peintures intérieures et extérieures. Nous l'avions constaté depuis quelque temps. J'ai demandé à mes services ce qu'ils ont fait, évidemment, de regarder.
et d'évaluer et de savoir d'où venaient ces dégradations. Il semble bien que ce ne soit ni la toiture, je dis bien il semble, parce que ça doit être confirmé dans le cadre d'une expertise plus poussée, ni la toiture, mais en tout cas pas la qualité des produits utilisés pour les crépis et pour la peinture. Il se peut que ce soit la résultante de fissures. Donc nous avons besoin là de matériel un peu spécifique, d'une nacelle de plus de 20 mètres. Donc nous allons évidemment continuer à expertiser comme il se doit et comme ça avait été engagé ce bâtiment. Et évidemment, s'il s'avérait qu'il y aurait eu défaut d'intervention au moment de la réfection, nous mettrions en œuvre évidemment la garantie décennale. Voilà sur ces questions. Ensuite, vous avez les décisions du maire que j'ai prises depuis la dernière réunion et les DIA. C'est là le mode d'information traditionnel qui accompagne évidemment les séances du conseil municipal. Monsieur Savard. Comment se fait-il que ce ne soit pas le conseiller qui écrit la question, qui l'envoie, qui lise lui-même l'intégralité de sa question? Les textes administratifs et légaux sont absolument clairs à ce sujet-là. Non seulement le maire n'a pas le droit de lire lui-même la question dans son intégralité, c'est le conseiller qui doit la lire, mais a fortiori, le maire n'a pas le droit de simplement l'évoquer sans que le conseiller puisse la lire. Les textes sont absolument clairs, les textes législatifs et les textes d'adaptation par le Conseil d'État sont absolument clairs à ce sujet. Donc comment se fait-il qu'ici, on ne respecte pas cette règle-là? Vous avez reçu, et j'en ai tenu informé le conseil municipal d'un avis de monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle concernant l'organisation du travail de notre conseil municipal. Je pense pas avoir la peine de rabâcher, de répéter, etc. Donc les choses ont été dites une bonne fois, elles continueront à l'être. Voilà. Merci de ce travail, très efficace d'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne soirée.